La rue est en bas de chez nous. Qu'elle soit un lieu de passage, de circulation, d'attente ou de flânerie, elle appartient à notre quotidien. Elle nous englobe. Grande et belle, ou petite et sale, on y retrouve nos amis, nos familles, mais aussi des bruits de conflits, des publicités et des odeurs de boulangerie. Certains la traversent pendant que d'autres l'endurent. Et puis, il y a ceux qui y grandissent. À travers ces quelques épisodes, nous vous invitons à marcher aux côtés de travailleuses sociales et de vous immerger dans leur quotidien à la rencontre des adolescentes en errance à La Chapelle, 18e arrondissement de notre capitale. Nous sommes éducatrices, psychologues, art-thérapeutes, médecins. Nous essayons d'avoir autant d'outils et de compétences que de problématiques à traiter. Tout au long de cette série d'épisodes, nous suivons la jeune Olivia, adolescente fictive dont l'histoire est inspirée de faits réels. Dans ce deuxième épisode, vous tenterez, en compagnie d'Émilie, art-thérapeute, d'accrocher la jeune Olivia pour envisager de construire une relation d'aide. Début 2020, un sac à dos plein de pinceaux, d'encre de Chine et de papier de couleur, Émilie, art-thérapeute, sort du métro La Chapelle et se dirige dans le square Louise de Marillac, à la recherche d'une jeune fille qui pourrait construire avec elle une bulle d'évasion. Parce que s'isoler dans un cocon avec une jeune femme polytraumatisée, victime de violences et d'exploitation sexuelle, c'est lui accorder une reconnaissance sociale et mettre de côté un instant la stigmatisation. Mais approcher une adolescente farouche qui vous criera qu'elle n'a pas besoin d'aide parce qu'elle est forte et indépendante, c'est tendre une main glissante à un personnage déstructuré. Tout peut s'écrouler avec un faux pas. Émilie comprend que ces jeunes filles ont besoin qu'on lise entre leurs lignes. Elle reçoit 5 sur 5 leur SOS silencieux. Pleine de bienveillance, Émilie avance à pas de loup vers une jeune fille vulnérable et méfiante, montrant les crocs derrière un sourire espiègle. Nous appellerons ce comportement l'héroïsme de survie. Pour lutter contre leur instabilité interne, ces jeunes filles donnent à voir ce qu'elles voudraient être, se montrant solides pour espérer voir cette image dans les yeux des autres et devenir l'idéal imaginé. Vivre à travers le regard d'autrui. J'arrive mi-désespérée et mi-enjouée à l'entrée de ce parc avec mes collègues. J'ai envie de choses qui semblent insurmontables. Je souhaite très fortement entrer en communication avec ces filles, car les fois où j'y parviens, cela semble leur faire tellement de bien. Mon objectif, c'est de leur offrir une parenthèse, rien que pour elles. Un espace sécurisant et réconfortant, où elles peuvent s'exprimer librement par le dessin, la peinture, le modelage ou le chant, et se sentir suffisamment en confiance pour parler, se confier, se découvrir et se reconstruire. Mais ça fait 4 fois que je viens et que je me fais rembarrer. Donc c'est pas gagné. Est-ce que je vais enfin réussir à les capter ? En tout cas, je suis prête. Au fond du square, je vois Olivia qui me semble agitée, sûrement défoncée, entourée de 5 mecs. Je démarre en me demandant pourquoi j'ai autant chargé mon sac à dos qui pèse comme un poids mort. Parfois, cela me semble difficile de faire une séance visant l'introspection et le mieux-être avec une personne qui est sous l'emprise de toxiques. Et en même temps, c'est pour elles, comme elles sont, que je suis là. Donc, je m'adapte à la situation. Pour faire diversion, je vois que mes collègues vont discuter avec ces types un peu louches. Olivia s'extrait alors du groupe. J'en profite pour lui demander comment elle va. Elle me répond que ça va. Elle a fait la fête hier, c'était trop bien. Il y avait plein d'extra et de vodka. Elle tient à peine debout. Elle doit s'asseoir à côté de moi sur le banc. Elle sent l'alcool et a les yeux vitreux. Quand je la vois dans cet état, je ressens à la fois de l'empathie, de la colère et de l'impuissance.
J'ai l'impression d'être au pied d'une montagne qui semble infranchissable. Mais je cherche, déterminée, la petite brèche, même la plus infime, qui me permettrait d'y accéder. Olivia a 16 ans. Elle a déjà parcouru plusieurs départements et plusieurs pays pour fuir sa vie d'avant. Une ambiance familiale néfaste, des traumatismes non pris en charge et la déscolarisation qui engendre une jeune ado livrée à elle-même. Elle a connu plus de foyers que de Noël entre frères et sœurs. Elle dit qu'elle se défonce la gueule, comme ça elle pense moins. Toutes les semaines, son petit ami est un homme différent, et pourtant toujours le même profil. Trentenaire, addict aux toxiques, violent. Elle nous raconte qu'elle se fout d'eux, qu'elle réclame quelques euros contre une fellation, mais qu'elle s'enfuit en courant quand il a donné l'argent, et ça la fait bien marrer. Olivia, elle rigole beaucoup. On a même failli penser qu'elle allait bien. Posée à côté de moi, scrutant mes collègues éduques avec les garçons au loin, elle retire son pull, malgré le froid, et j'aperçois alors ses bras abîmés par des pratiques d'automutilation, comme pour exprimer par la douleur infligée à son corps ce qu'elle n'arrive pas à exprimer verbalement. On pourrait penser que c'est une forme de preuve de son existence. Tant qu'elle a mal, elle vit. J'aborde la question en lui demandant si elle a mal et si elle a vu un médecin. Les fibres de coton se sont mêlées aux plaies qui commencent à croûter. Elle me dit qu'elle n'a pas mal, qu'elle ne veut surtout pas aller à l'hôpital, mais qu'elle veut bien un pansement. Avant d'aller chercher une trousse à pharmacie dans le sac d'une collègue, j'ose lui demander comment elle s'est fait ça. Sa réponse est floue et incohérente. Est-ce qu'elle a honte? Ou bien n'est-elle pas prête à me partager cela? C'est vrai, elle ne me connaît pas. Difficile de donner autant d'intimité à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Alors je ne cherche pas à en savoir plus pour le moment, pour ne pas sembler intrusive, et je pars chercher un pansement. Quand je reviens, Olivia rigole en insultant un mec au loin. Elle me dit que c'est comme un frère, qu'il prend soin d'elle et lui donne même des joints gratos. Ils ont eu une histoire ensemble, mais après il est parti en prison, alors elle est sortie avec son pote, mais ils se sont embrouillés. Finalement, avec Olivia, on a passé tout l'après-midi ensemble. On n'a pas fait d'art-thérapie. Mes pinceaux frustrés sont restés tout secs au fond de mon sac. En revanche, on a beaucoup discuté. Au fil du temps, son état de défense se dissipait, et pour une fois, elle ne m'a pas renvoyé que je ne sers à rien. On ne se connaît pas bien, mais elle me livre son intimité sans filtre, me racontant ce qu'elle pense des relations homme-femme, ce qu'elle attend d'un homme fort et sécurisant. Et que les gars ici, ils sont costauds, alors ça lui plaît bien. D'ailleurs, celui-là, là-bas, à gauche du kiosque, c'est son mec. Elle voudrait se marier avec lui dans une belle robe et faire une fête géante dans leur villa. Mais lui, il veut un enfant, elle aussi en a envie, mais bon, en ce moment, c'est la galère. Alors, comment faire? D'ailleurs, elle se demande si elle n'est pas enceinte. Je lui propose de l'accompagner à la pharmacie pour faire un test de grossesse. Lorsque notre équipe est en maraude, nous nous présentons à travers l'association Hors la rue. Il peut être délicat d'utiliser les mots comme psychologue ou art-thérapeute car la représentation qu'ont ces jeunes de ces professions est biaisée par des clichés. Étonnamment, la plupart du temps, les blagues autour des clichés nous aident à désamorcer le malaise et à engager la conversation. Je pense qu'Olivia est restée avec moi parce qu'elle a vu que je ne la jugeais pas et que je prenais soin de son corps sans être intrusive dans son esprit. Je suis ressortie de ce parc, après un saut à la pharmacie, satisfaite d'avoir enfin créé du lien avec Olivia. Plus dans une posture d'éducatrice que comme une art-thérapeute, mais peu importe. Le lien de confiance est là, j'ai réussi la première étape. Pour la prochaine fois, je préparerai un pochoir avec son prénom pour qu'elle puisse dessiner autour de ce qui représente pour elle son identité. Je rentre chez moi pleine d'espoir et d'inquiétude. Je sens qu'Olivia a besoin de décharger et qu'elle accrocherait très bien sur un atelier adapté à ses envies. J'espère la croiser la semaine prochaine et en même temps, je ne l'espère pas. Je me demande vraiment ce qu'elle fait là.
À la suite de cet après-midi pendant laquelle Émilie a réussi à créer une vraie rencontre avec Olivia, elle a été chaleureusement accueillie par la jeune fille la semaine suivante et a pu l'emmener dans un café pour 1 heure de création artistique. 1 heure pendant laquelle Olivia, calme, a su rester concentrée sur ce qu'elle faisait et donc sur elle-même. Bercée par les propositions d'Émilie, Olivia est fière de sa création. Elle suivra plusieurs séances d'art-thérapie permettant de créer un continuum dans leur relation. Émilie propose aux jeunes filles un espace de détente, d'introspection, de recentrage sur elles-mêmes, afin de mettre leur corps, la seule chose qu'il leur reste, au centre de leurs préoccupations. Émilie ne cherche pas à en faire des petites artistes en herbe, elle s'en fiche pas mal du résultat. L'important c'est de déplacer leur attention pour revenir à elles-mêmes. Avec de l'aquarelle ou bien, si l'espace le permet, du modelage à l'argile, pour mettre en contact le corps avec ce qu'il y a de plus primaire. Juste une gribouille qui permet, tout en occupant ses mains, de délier la langue et les nœuds du cerveau. Peut-être même, pourquoi pas, formuler une demande d'aide. C'est en passant par l'expression d'un corps désincarné que les émotions peuvent à nouveau s'exprimer. Pas celles qui font mettre des uppercuts dans la rue, mais celles qui réveillent la sensorialité pour retourner vers des sensations archaïques qui parlent aux tripes et font penser au passé. Ce passé qui a tout cassé et que le comportement d'héroïsme de survie tente d'effacer. Dans le prochain épisode, vous entendrez Marina, docteure bénévole, vous conter la posture si difficile à adopter lorsque l'on se retrouve face à une situation médicale urgente subie par une jeune qui refuse le soin. Cet audio a été pensé par l'association Hors la rue, monté par Séverine Canal, et j'ai eu le plaisir de coécrire cela avec Hortense Brett, psychologue. Cette histoire vous a été racontée par la persévérante Émilie Boutillier, art-thérapeute. Et je suis Mathilde Magnier, qui vous propose que nous n'excusions pas l'exclusion.